qui décide d'arrêter quelque chose qui fait 1 million de profit, qui lui prend 5 à 10 heures par semaine, juste parce qu'il n'a pas envie, tu vois? Parce que, parce que tous les mecs qui font 1 million, normalement, veulent en faire 3. Tous les mecs qui font 3 millions, normalement, veulent aller en faire 10. Tous les mecs qui font 10 millions veulent aller en faire 50. Je sentais que c'était pas mon chemin d'aller plus loin en termes de croissance financière. Et ça coûtait 60 000 euros. Et 60 000 euros, j'avais 12 000 euros de trésorerie, je crois. Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, je suis passé à 100 000 euros par mois. Plus de 20 minutes sur Claude Code, là. Je sens que je commence à devenir un peu abruti, à m'énerver, à être déconnecté de moi-même. Et si je passe 1 heure et demie, je sors, je suis déprimé, quoi, vraiment. Salut Julien, tu vas bien? Salut Fred, oui ça va, merci. Ah bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Ouais, euh, c'est toujours difficile, mais parce qu'il y a, je pense, la raison pour laquelle les gens me connaissent sur Internet et ce à quoi je m'identifie plus aujourd'hui. Les gens me connaissent sur Internet parce qu'en 2018, j'ai monté un business qui a fait plus de 10 millions d'euros en ligne, à une époque où faire 3 millions par an, c'était beaucoup. Aujourd'hui, c'est c'est normal, mais à l'époque, c'était beaucoup. Et j'ai monté ce business jusqu'à 3 millions par an pendant plusieurs années. Et puis après, j'en ai eu marre. Je trouvais ça manquait de sens. Et je dirais que depuis plusieurs années, euh, je passe mon temps à lire, me questionner sur l'humain, coacher des gens et transmettre ce que je sais et ce que j'apprends à travers différents programmes qui tournent toujours autour de comment tu vis une vie alignée en tant qu'humain. Ok, Voilà. bah écoute, ça marche, ça répond bien, ça te présente bien. Après, on va avoir peut-être plus l'occasion d'aller là-dedans et on va faire un truc où c'est un peu une ellipse dans le temps. On va pas faire du progressif, mais on s'est vu la première fois à Nice il y a 3 4 ans. Ouais. Tu t'en souviens pas parce qu'il y avait beaucoup de monde Non. ce jour-là et après Mhm. on a eu l'occasion, mais en tout cas, à un moment donné, tu étais passé devant tout le monde et vous aviez parlé et tu avais dit à un moment donné un truc qui était que tu avais pris un coach à une époque où tu démarrais, je crois, et qui coûtait très cher et qu'en fait, c'était un montant exorbitant par rapport au CA que tu faisais et que tu avais réussi, je crois, en 3 mois à exploser ton chiffre, quoi. En Ouais. fait, ça t'avait mis une pression, je crois, d'avoir ça et que finalement, tu avais réussi en 3 mois à atteindre un truc que tu n'avais jamais réussi à atteindre. Et sur le coup, quand tu as dit ça, j'étais loin et tout, je me suis dit, putain, ça vaudrait le coup de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver, tu vois, en si peu de temps. Et puis après, on n'a pas eu l'occasion de parler. Et donc là, j'ai l'occasion de te poser cette question. Si tu veux bien y répondre, c'est quand tu as eu, enfin, peut-être que tu peux repréciser le contexte qu'il y avait, mais en tout cas, ouais, tu as eu, enfin, t'as réussi à faire des choses en très peu de temps parce que tu t'es mis une pression, si je comprends, si Ouais. j'avais bien compris. Ouais. Alors, moi, je crois beaucoup à la pression externe. Maintenant, elle a aussi des inconvénients, donc je la recommande pas forcément dans tous les cas. Mm. Euh, à l'époque, à l'époque, je faisais quelque chose comme je tournais entre 7 et 13 000 euros par mois. Euh, mais tu sais, j'étais en coloc, je vivais avec 700 euros par mois, Mm. 350 euros de loyer, 350 euros de bouffe, Ouais, et c'est c'était c'est trop tout. bien ça. Ouais. Voilà. Et donc en fait, finalement, avec mes 8, 13 000 euros, entre mes 8 et mes 13 000 euros, là, j'étais bien. Tu sais, j'étais pas riche, mais j'avais pas de problème quoi, par rapport à la vie que j'avais. Mm. Mais j'avais quand même au fond de moi une envie de plus, une envie de plus grand, une envie d'aller me dépasser. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pris un coaching à l'époque avec Margot Klein en 2018. Et ça coûtait 60 000 euros. Et 60 000 euros, j'avais 12 000 euros de trésorerie, je crois. Donc, c'était 6 versements de 10 000. Donc, après le premier versement, il restait plus que 2 000 de trésor. Et, Ouais, euh, ouais. et effectivement, dans les mois qui ont suivi, je suis passé à 100 000 euros par mois. Il y a eu plein de choses, mais surtout, bah, d'un coup, toute ton énergie, elle est dédiée à vendre, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour répondre à ta question? Euh, c'est juste que tout mon focus était sur vendre. Tout mon focus a été sur vendre. Et euh, c'est juste que du coup, tu recontactes tes anciens clients, tu recontactes tes anciens prospects, les gens que tu connais pas, tu prends des calls avec eux. Et toute ta journée est dédiée à comment est-ce que je fais pour vendre. Et je trouve qu'il y a Mm. un pouvoir exceptionnel
qu'on réalise dans ces moments-là de tout l'argent qui dort et qui est sous le tapis dans tous nos business. Parce que, enfin, tu vois, si je mettais un pistolet sur ta tempe ou je kidnappais une de tes filles et Ouais, je te disais, si tu me rapportes pas 100 000 € dans les 2 prochains mois, je leur coupe un tu l'aurais doigt, plus, quoi. je Ouais, pense que ouais, tu trouveras des solutions. c'est clair. Non, c'est clair. Bah, ça me fait écho, du coup, je réfléchis à des trucs où, ouais, où des fois, quand on est dans une situation trop confort, on va pas aller chercher, genre, justement l'argent qui dort Ouais. et effectivement, il y en a, quoi. Et d'un autre côté, je mettrais aussi une nuance à ça, qui est que si je reprends l'exemple du kidnapping de ta fille, Ouais, bah, oui, tu vas trouver des ressources extraordinaires pendant 2 mois, mais oui, ça ne veut pas dire que tu vas te retourner derrière et tu vas me dire, franchement, c'était les 2 mois les plus épanouissants et les plus inspirants de ma vie. Donc, ouais, tu vois, il y a, certes, je vais trouver des ressources externes de fou, mais de l'autre, pourquoi, à quel prix, et est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma vie? Donc, et j'ai eu une discussion la semaine dernière avec une cliente exactement là-dessus, sur lequel elle me dit, Julien, j'ai plus vraiment de drive financier. Je dis, franchement, tu as deux chemins. Soit tu acceptes et t'embrasses l'idée que bah, ce n'est pas une priorité pour toi aujourd'hui, les finances, et tu vas peut-être pas faire de profit cette année, et tu es à l'aise avec ça, et tu vas voir en quoi est-ce que ça te sert, et tu le vois finalement comme un investissement pour profiter de ta vie. ouais. Soit, de quoi tu as envie financièrement, que tu t'autorises pas jusqu'à maintenant, achète-le, mets-toi dos au mur, et tu verras que tu retrouveras un drive financier. OK. Donc selon toi, ça marche quand même, c'est une bonne recette finalement de d'aller d'acheter un truc dont on a envie et de se mettre derrière, Si mais tu c'est as pas envie forcément d'avoir un le drive truc le plus financier, confortable. mais je Ouais. questionnerais de pourquoi j'ai ce drive, est-ce qu'il m'appartient vraiment, est-ce qu'il va vraiment me remplir? Voilà. Et comment on peut trouver du coup d'après toi le juste milieu là-dedans? Entre, éviter de se mettre trop de pression et en même temps, se sortir les doigts du cul parce qu'on sort de sa zone de confort, Ouais. je sais pas. Enfin, tu vois l'idée? Ouais, bah, je trouve que c'est une super question et cette question, je me la suis posée pendant longtemps. euh, et un jour, tu sais, parce que d'un côté, quand tu commences à t'intéresser un peu à l'enrichissement et au sujet des finances, tu as deux voies. Tu as d'un côté les gens qui te disent non, mais en fait, il faut surtout pas que tu. Il faut que tu te dépenses, il faut que tu dépenses au minimum. Il faut même pas que tu t'achètes un café latte parce que ton café latte à 7 euros, en fait, s'il avait été en S&P 500 dans 50 ans, en fait, c'est pas 7 euros Ouais, que tu viens d'investir, c'est 1500. tu Euh, deviens fou là, ouais. et tu vois, Comme le voilà, tu gars qui a commences acheté comme le à te gars qui a acheté, une coltiner. pizza avec des bitcoins là, tu sais? Le gars qui a acheté la pizza avec des bitcoins, ça coûtait une fortune Ah aujourd'hui son oui, roquette. oui, bah voilà, ouais, Tu c'est pas ça. entendu cette histoire? Non, je OK. connais pas l'histoire, mais ouais, j'imagine l'histoire. Et donc, soit effectivement, j'avais ça comme message, et de l'autre côté, j'avais un autre message qui est, non, il faut que tu élèves tes standards, il faut que tu augmentes ton rythme de vie, c'est ça qui va te donner un drive, et puis pour la loi d'attraction, il faut que tu sois dans l'abondance, vis comme si tu étais dans l'abondance, parce que sinon, tu coupes le flux de l'énergie. Et moi, j'étais perdu Ouais, entre ces deux messages. Et ouais. un jour, j'ai lu, c'est Ramit Sethi qui m'a réconcilié avec ça. Il a un livre qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich. Et dans son livre, il explique, définis en amont quelles sont, les, quelles sont les catégories qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes pour toi et, et définis le reste qui n'est pas important pour toi. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dépenses de manière extravagante dans ce qui est vraiment important pour toi et t'es radin comme pas possible dans ce qui ne l'est pas. Et pour moi, ça Ouais, reste, tu vois, du coup, un, un bon repère dans le sens où je vais dépenser quelque chose entre 50 et 100 000 € par an en formation, en coaching, en enseignement, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Et de l'autre ouais, côté, bah là, tu vois, j'ai une chaussette trouée, quoi. Et j'ai une chaussette trouée, elle est trouée probablement depuis 2 mois. Et ça me fait chier d'aller racheter des chaussettes et de mettre 3 euros pour une paire de chaussettes, quoi. Tu vois? Et donc, pour moi, c'est ça le juste milieu, c'est définir ce qui compte vraiment, vraiment pour toi. Donne-toi l'autorisation d'y aller. ouais. Apprends à aller chercher des standards de plus en plus grands dans ce qui est vraiment important pour toi. Et par contre, le reste, diminue tes dépenses et satisfais-toi de pas grand-chose dans le reste. OK.
Ok, c'est bon. Bah, tu m'as coupé ma question. J'allais dire du coup dans quoi t'es radin, mais bon voilà, maintenant on sait que t'as une chaussette Ouais. trouée. Non, mais je suis radin dans beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que tu sais, souvent, des fois, ma chérie, elle me dit des trucs, on va au resto et tout, et elle dit, ah, la personne là-bas, elle est blindée et tout. Je dis, non, t'en sais rien qu'elle est blindée. Il y a tellement de gens qui ont un Qui sac galère. Chanel, qui ont une Rolex, mais qui ont rien en fait. Et je lui dis, Ouais. regarde, tu croirais que je suis blindé? Et elle me regarde, elle me dit, non, en fait, non. Effectivement, je sais pas s'il est blindé. Ouais. Ah non, c'est des réflexions que j'ai moi-même, tu vois, où je vis dans un petit village et en fait, et je vois plein de gens, ils ont la grosse voiture, puis Ouais, chaque année les vacances et tout. Je me dis, mais ma copine, elle me dit, ouais, mais comment ils font? J'ai fait, bah, en fait, peut-être qu'ils vivent largement au-dessus de leurs moyens et ils ont rien de côté. c'est clair. Et que si Ouais. demain il y a un problème ou, je sais pas, un grain de sable dans l'engrenage, la montre, elle casse, quoi. Donc, on peut pas vraiment savoir à l'avance, quoi. Donc, ok. Ouais. Non, c'est intéressant parce que c'est des sujets qui touchent beaucoup de monde et je pense qu'il y a pas mal de Ah, personnes carrément. qui vont se retrouver là-dedans. Et pour en revenir du coup un peu à ton parcours, donc tu étais tennisman avant, après tu as commencé à te développer, je pense, dans le coaching individuel à l'époque où tu faisais les 7-13 000, Non, c'est il ça? y a une partie que tu loupes, c'est effectivement, j'ai fait du tennis à haut niveau jusqu'à 16 ans, et après, j'ai fait Ouais, des études et je me suis fait chier à mourir quand même ouais, J'ai fait un master de finance, ok, j'ai détesté. En parallèle, heureusement, dans ce master de finance, j'avais un blog de pâtisserie qui est oui, les premiers revenus que j'ai fait en ligne. Mais ok, tu vois, je l'ai créé j'avais 16 ans, je suis de 93. Ouais, je l'ai créé en 2009, tu vois. Donc en 2009, il y avait personne. ouais, Moi, j'ai ok, créé mon premier blog en 2009 et je l'ai monétisé en 2000. J'avais 21 ans, donc 2014. Ouais, donc j'ai fait mes ok, premiers euros en ligne en 2014 avec un business en ligne qui vendait des recettes de pâtisserie. ok, Ouais, je fais ça pendant un an. Et après, j'ai fait la préparation mentale dans le tennis. ok. Ouais, c'est bien, tu as été rejoint, du coup, tu as mis tes outils de coaching que tu avais découverts au service Ouais. Bah, de justement, en ton fait, moi, enseignement. je me suis passionné pour le coaching et je me suis demandé c'est quoi ma niche, tu vois. Et Mm. parce que, ouais, c'est quoi ma niche? Et c'est là que je suis arrivé sur la préparation mentale tennis. Ok, et c'est là où justement tu étais en coloc et tu gagnais bien, et après tu as passé un shift. Exactement. Donc là, préparation mentale tennis, j'ai été jusqu'à 10 000 € par mois. Euh, Et puis en fait, à 10 000 € par mois, je sentais que, un, c'était pas ma passion, la préparation mentale dans le tennis, franchement. Euh, Ouais, C'était trop axé. Ouais, enfin, j'étais plus dans le tennis, c'était plus quelque chose qui m'intéressait forcément et tout. Je jouais plus moi-même au tennis, donc ça ouais, m'intéressait plus trop. Et de l'autre côté, bah, je m'étais passionné pour le marketing parce qu'il fallait bien que j'arrive à monétiser mon expertise dans le tennis. Et ouais, surtout à cette époque-là, en fait, moi, je suis arrivé à 10 000 € par mois en faisant dans le tennis avec la pub Facebook, mais en 2016, tu vois, à une époque où personne faisait de pub. Et ouais, c'était je tout nouveau. dépensais 500 € et je gagnais 10 000 à la fin du mois. Et surtout, à cette époque-là, j'entendais tous les formateurs qui disaient non, il faut que tu crées un blog, il faut que tu crées une chaîne YouTube. Et j'étais Ouais, frustré finalement de voir le gap sur le marché, de voir tous ces gens qui avaient une expertise, qui avaient envie de se lancer, à qui on disait non, mais crée un blog, crée une chaîne YouTube. Et en fait, ils allaient monétiser le truc dans ouais. 18 mois, tu vois. Alors qu'il y avait des Alors, nouveaux outils qui permettaient alors d'accélérer, quoi. effectivement, avec de la pub Facebook, ils auraient pu le monétiser en 3-6 mois, tu vois. Et donc, j'ai Ouais. commencé à me positionner là-dessus. Euh, et c'est là que j'ai fait la transition vers plus une phase business coaching qui a eu lieu entre 2017-2018 à 2023, quoi. Ok. Voilà. Et c'est là où tu as commencé à monter une grosse structure finalement. Ouais, Parce que tu as créé une équipe, tu t'es entouré. ouais. En fait, au début, je voulais pas forcément avoir une équipe. J'étais bien tout seul. Euh, et franchement, ça me dérangeait pas de travailler 10 heures par jour, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2019, j'ai mon ex qui vient me voir un jour qui me dit en fait, Julien, il faut que je te dise quelque chose. Je lui dis quoi? Elle me dit bah, je suis enceinte. Et là, dans ma Ok. tête, ça a fait un shift de ok, j'ai 7 mois en fait. J'ai 7 mois pour
déléguer, structurer et faire que la chose tourne sans moi, parce que je veux pas travailler 10 heures par jour comme un débile au moment où je suis papa. Et donc, Ouais. à ce moment-là, ça a été un vrai shift de je suis passé en mode, OK, dans 7 mois, je veux avoir tout délégué. Et j'ai commencé effectivement à construire une équipe, recruter closer, coach, et tout structurer pour que effectivement, début 2020, ouais, début 2020, je me souviens que le truc tournait sans moi, quoi. En 4 heures par semaine, le truc était plié, quoi. Ok. Ok. C'est là où t'étais parti du coup, À t'étais à Bali, Malte. non? À ce À- moment-là, je crois que j'ai. alors, je suis À parti à Malte. Malte fin 2019, mi-2019, et je suis parti à Bali mi-2020. Ok. Ouais. Et au max, du coup, de ton équipe, il y avait combien de personnes dedans? C'est difficile parce que tu sais, il y a des freelances et tout, mais enfin, de Ouais. toute façon, il y avait que des freelances, mais je dirais sur le Slack, il y avait 30 personnes, quoi. Ok. Mais c'est difficile de dire c'est une équipe de 30, tu vois. Mais en tout cas, on collaborait avec 30 personnes. Je pense qu'il y avait, je sais pas, dizaine, une dizaine de personnes pour qui ça représentait quand même une bonne partie de leur temps. Ok. Et là, là-dedans, tu avais quand même on va dire des partenaires, des collaborateurs qui étaient assez clés, quoi, dedans. J'en imagine au moins deux, tu vois, ton responsable marketing et ton responsable des ventes. Je pense que, ou il y avait peut-être encore une troisième personne dedans, je sais pas si, enfin, ton head off, enfin, il y avait Ouais, combien de personnes alors, vraiment clés? euh, franchement, j'ai jamais été très bon, je pense, dans garder les gens longtemps. Ok. Euh, et finalement, alors, Head of Marketing, franchement, ça a toujours été dur pour moi de recruter et de Ouais. garder parce que je pense que c'est un biais de ma part de comme je suis bon, c'est l'endroit où c'est le plus dur de me remplacer et où je suis le plus Ouais. exigeant. Donc, j'ai eu pas mal d'Head of Marketing, mais aucun qui m'a marqué jusqu'à ce que mi-2021, je commence à travailler avec David Veninck. Et là, Hmm. on a travaillé ensemble 1 an et demi, je crois. 1 an et demi et j'étais vraiment content avec David. Et, et ouais, enfin, j'ai toujours eu des head of sales aussi. Euh, ouais, j'ai eu des head of sales, j'ai eu des head aussi. Enfin, j'avais tu sais, des head of coach, quoi. Quelqu'un qui s'occupe de la livraison client, quoi. Head of delivery. Ouais. Sur chaque produit, Ouais. j'avais un head of delivery sur chaque produit. On avait 2 produits principaux. Voilà. Ok. Ouais. Comment t'as appris justement à structurer une boîte finalement? T'as eu des accompagnements business toi-même ou Ouais. c'est Ouais. au freestyle? Bah non, moi je suis un bon client de coaching, donc je me suis fait pas mal accompagner, je pense. Ouais. Maintenant, c'est rigolo, tu vois, quand même, de se retrouver à gérer plus ou moins 20-25 personnes quand 2 ans auparavant, tu vivais en coloc avec 700 euros par mois, quoi. Ouais. Et que tu n'as que 26 ans, quoi, tu vois, aussi. Voilà. Donc, j'ai fait comme je pouvais, quoi. J'ai fait comme je pouvais, j'ai pris des coachings, j'ai suivi des formations. Je pense pas que je suis extraordinaire en plus à cet endroit-là. Franchement, c'est pas du tout ma zone de génie. Je viens d'un sport individuel, j'ai un biais quand même assez individualiste. Donc, Ouais. j'ai fait comme je pouvais, mais je pense pas être très bon. Ok. Et c'est à quel moment où tu as voulu. Enfin, qu'est-ce qui a fait justement que tu as voulu arrêter tout ça? Parce que ça a duré quand même combien de temps finalement, cette grosse équipe, la grosse machine, si on peut l'appeler comme ça? 3 ans, je dirais. Ok. 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que je voulais arrêter? Bah, je pense déjà, moi, j'aime pas les trucs qui restent la même chose. Je suis quelqu'un qui aime explorer, qui aime découvrir. Donc, une fois que la boîte, elle marche, elle tourne, ça m'intéresse plus, quoi. Ouais. Déjà. Ensuite, je pense que il y a plein de raisons. Il n'y a pas une raison, mais il y a plein de raisons. Il y a celle que je viens de te donner. Il y a la raison aussi que j'avais besoin de me prouver quelque chose pour m'autoriser à faire ce que j'avais vraiment envie. Je pense que j'ai toujours été fasciné par la psychologie, le dev perso, la spiritualité.
mais dans ma tête, tu peux pas faire ça, ou alors si tu fais ça, c'est pas légitime. Et je me souviens, m'être dit: «OK, je vais cocher toutes les cases de la société et ensuite je me consacrerai à à ce que j'aime», parce qu'on ne pourra pas me dire que le coaching et le dev perso ne marchent pas si j'ai réussi à transformer ma vie. Donc j'ai voulu faire un peu ça, aussi pour ça, mais une fois que bon, j'étais libre financièrement, j'avais mis plusieurs millions de côté, investi en S&P 500, que j'avais voyagé partout dans le monde, enfin, que j'avais fait plein de choses dont les gens rêvent, Ouais. hem, pour moi, il y avait plus beaucoup de sens à continuer à faire ça, entre guillemets, parce que c'est pas ce que j'aime le plus. Voilà. Et moi, franchement, j'aime enseigner, j'aime partager, j'aime apprendre. Et finalement, la structure de boîte que j'avais créée me permettait pas de faire ça. C'est-à-dire que mon rôle, c'était d'être CEO, c'était de prendre des décisions, de réfléchir à comment on fait grossir la boîte, qui sont pas ce qui m'intéresse fondamentalement. Ouais. OK. Ouais. Donc toi, c'est plus, former, partager, quoi? Ouais, Ouais. former, partager, mais sur plutôt des sujets, j'ai envie de dire plus profonds, même si c'est que ma perception, mais plus profonds que comment tu gagnes de l'argent et comment tu fais grossir une boîte, mais plutôt sur bah, qui tu profondément, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te touche, pourquoi, qu'est-ce qui est désaligné dans ta vie, qu'est-ce qui te bloque, où sont tes jugements. Enfin, finalement, c'est toutes ces questions, moi, qui me fascinent beaucoup plus que comment tu gagnes de l'argent et comment tu fais grossir une boîte. OK. Et c'est ça, en fait, cette réalisation-là qui t'a fait dire que bon, ben voilà, c'était temps d'arrêter, quoi? Ouais, même si je pense qu'il m'a fallu du temps vraiment avant d'avoir le courage d'arrêter, parce que bah, il y avait quand même beaucoup de confort, beaucoup de reconnaissance sociale, beaucoup de statuts qui vont avec ça. Ouais. Et qui dégage une boîte, enfin, qui décide d'arrêter quelque chose qui fait 1 million de profit, qui lui prend 5 à 10 heures par semaine, juste parce qu'il a pas envie, tu vois? Et 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 voilà, bon, bah, moi, je fais ça. Mais il a fallu du Donc temps sur le pour reconnaître ça. ouais, sur le coup, en fait, tu avais quand même cette peur, du jugement de l'autre, en fait, enfin du regard extérieur, de dire, Alors, «Comment je vais être perçu si je fais ça, quoi?» c'était pas conscientisé, tu vois? Mais je pense que la vie, en tout cas, je pense que, ça demande du temps d'accéder à ses désirs les plus profonds. Et j'avais ces formes de conditionnement bah, Ouais, on peut pas cracher dans un truc aussi beau, quoi. ouais, c'est ça, exactement, ouais. Donc c'était pas quelque chose de mental, de: «Ah, j'ai peur de ce que va penser cette personne», tu vois? Si, si je fais ça, mais c'était plus un truc de, c'est pas possible de, en fait, c'était, ah oui, OK, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je me disais: «J'ai forcément un blocage ou des croyances limitantes si je n'ai pas envie d'aller plus loin», et je m'autorisais pas à reconnaître que peut-être juste c'est pas fait pour moi. Et Mmh. parce que parce que tous les mecs qui font 1 million, normalement, veulent en faire 3. Tous les mecs qui font 3 millions, normalement, veulent aller en faire 10. Tous les mecs qui font 10 millions veulent aller en faire 50. Et moi, je Ouais. sentais quelque chose au fond de moi qui était profondément pas juste là-dedans. Je sentais que c'était pas mon chemin d'aller plus loin en termes de croissance financière. Mais comme dans mon environnement, et tous les gens que je côtoyais, tous les gens que je regardais sur internet étaient dans cette démarche de, bah, en fait, je veux plus. Ouais. C'était difficile pour moi d'arriver à entendre cette voix qui me disait juste: «C'est pas pour toi». J'avais une autre voix, du coup, qui me disait: «Non, mais tu as forcément des croyances limitantes et c'est parce que tu as des croyances limitantes que tu veux plus y aller». Et j'avais du mal à assumer que non, en fait, c'est juste j'ai pas envie d'y aller, quoi. Voilà. Mmh. Et est-ce qu'il y a un moment, qui a été un peu le déclencheur, qui t'a fait dire: «OK, c'est bon, je prends la décision d'arrêter», quoi? Je pense qu'il y a deux moments, spécifiques dont je me souviens. Un premier moment où, un jour, je faisais plus grand chose déjà pour la boîte. C'est-à-dire que la boîte fonctionnait vraiment pour moi. Enfin vraiment, Ouais. oui, pour moi et sans moi. Hem et et heu
et un jour, j'ai mon directeur marketing à l'époque qui me dit, Julien, il faudrait que tu ailles tourner des pubs et tout. Et moi, je faisais pas grand-chose pour la boîte, tu vois. Et je me dis, OK, on vient de faire 600 000 euros le mois dernier. euh, je peux bien aller tourner une journée, quoi. Genre, je vais pas. Ils se donnent tous à Ouais. fond pour que ça marche. Je vais quand même y aller, quoi. Et j'y vais et je vais faire cette journée de tournage où je devais tourner des YouTube ads. Et là, je me souviens, je tourne ces scripts et je dis au cadreur devant moi, je dis, genre, parce qu'il avait travaillé en collaboration avec le directeur marketing pour arriver à ces scripts, et je dis, franchement, je ne peux pas lire ça, je ne crois pas là-dedans, en fait. Et il me dit, non, mais si, mais tu vas voir, ça marche, c'est comme ça qu'on va optimiser nos conversions et tout. Et je dis, mais en fait, je n'y crois pas, en fait, je ne peux pas réussir à faire ça. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'on parle vraiment deux langages différents, on est dans deux mondes différents. Euh, et je me dis, OK. Et je finis cette journée en me sentant profondément vide. Et le soir, parce qu'il y avait la boîte, mais moi, à l'époque, je publiais un peu tous les jours sur Facebook, tu vois, mes pensées. Ouais. Et là, le soir, je fais un post en défonçant un peu le modèle marketing de notre boîte, tu vois. Et Ok. je, et je me dis, quand on arrive à être le détracteur de ta propre boîte dont tu es le CEO, il y a des questions à se poser, tu vois. Ok. Donc ouais, donc ça a été une première questionnement de, en fait, je peux pas être un détracteur de ma propre boîte, quoi. Ouais. Euh, voilà, et quelques semaines plus tard, j'ai un coaching avec ma coach de l'époque, et puis j'arrive, elle me dit, ah, comment ça va et tout, je dis, ah, ouais, la flemme. Non, j'en ai marre de ce rôle de CEO. Elle me dit, pourquoi tu continues? Je dis, ouais, c'est vrai, pourquoi je continue? Bah, j'arrête. Et l'après-midi, je contactais tout le monde en leur disant que je serais plus CEO de la boîte et qu'il fallait trouver un autre CEO. Ok. Et t'as Ouais. réussi du coup à trouver un autre CEO? Bah, j'ai mis quelqu'un qui a été CEO à ma place pendant 1 mois et demi, mais la personne, ça lui convenait pas vraiment. Au bout d'1 mois et demi, elle m'a rappelé en me disant, bah non, ça me convient pas vraiment. Du coup, j'ai repris un peu le rôle pendant 2, 3 mois, mais au bout de 2, 3 mois, je dis, vas-y, on arrête. Ok. Ok. Et là, ça c'était quelque chose que, enfin, t'as pas eu envie d'essayer de vendre la boîte. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait pas trop peut-être à l'époque, qui se fait peut-être même pas trop tout court. Alors, ensuite, j'ai déménagé et je, je me suis dit, franchement, je vais la vendre, mais je vais la vendre quoi? Quelques centaines de milliers d'euros, parce que je pense que le multiple, il est dégueu. Ou alors, je vais peut-être le vendre plusieurs millions, mais plusieurs millions, on va me demander de rester pendant 2 ans. Et pour moi, Ouais. rester 2 ans, ça vaut pas plusieurs millions. Donc, je me suis dit non, je préfère garder les assets. Je préfère garder la liste email, les différentes choses et pouvoir m'en resservir dans la suite. Voilà. Ok. Et puis, à ce moment-là, j'avais pas vraiment besoin d'argent. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était ma liberté et de faire ce que je voulais. Donc, j'avais pas envie de m'emmerder pendant 6 mois dans une vente de boîte, des avocats, des machins, des Ouais. trucs. La flemme. Ouais, je vois. Ok. Je comprends. Et qu'est-ce qui se passe après? T'as eu une période juste après ça? Qu'est-ce que Non, t'as fait? après, c'était cool. Après, justement, j'ai eu l'impression de revenir à quelque chose de simple, qui était ce que j'avais toujours voulu. Donc, j'ai repris des coachings, mais plus des coachings, plus, on va dire, dev perso, même si ça reste des entrepreneurs, mais pas des gens qui viennent Ouais. avec des Une questions problématique business, ouais. de ROI, mais plutôt, bah, bien sûr, je peux parler business avec mes clients, mais ils viennent pas vraiment pour ça. Euh, et ensuite, ouais, j'ai continué à recréer des formations et des programmes, mais plus autour de la psychologie, du dev perso, du coaching, euh, et de finalement ce que j'aime le plus. Et donc, ça fait quoi? On est en 2026? Ouais, ça fait 3 ans. Ouais. Euh, Ça fait 3 ans et je fais mon petit truc d'artisan, quoi. Et ça me va bien. En tout cas, je me sens plus heureux à faire ça que à gérer une boîte, quoi. Ok. Ok. Bon, écoute, D'ailleurs, aujourd'hui, je me considère ouais. beaucoup plus comme un coach, un penseur, un enseignant que un. Ouais, aujourd'hui, je pense que je me considère comme un étudiant, un penseur et une sorte de philosophe coach, quoi. Plus que
beaucoup plus qu'entrepreneur, quoi. Je me reconnais pas vraiment dans le terme entrepreneur. Ouais. OK. Ouais, parce que, enfin, c'est toute la connotation qu'il y a derrière, en fait, qui Ouais et puis c'est surtout que si je regarde objectivement, où passe mon temps et mon énergie passent beaucoup plus à lire, penser, réfléchir, apprendre et transmettre, qu'à réellement me demander, comment on entreprend, quoi. En fait, chaque fois que ouais, les questions entrepreneuriales, c'est vraiment les dernières choses que je prends dans ma to do, et que je prends un peu à reculons, on va dire. mmh, OK. C'est comme s'il y avait un peu presque des micro-traumas de la vie d'avant et que quand tu reçois un script, ça te rappelle des moments désagréables et du coup, tu as fait envie. Non, je pense pas que c'est un trauma, je pense vraiment juste que c'est pas dans mes priorités, quoi. Mmh. OK. Aujourd'hui, en tout cas. OK, cool et ça me fait passer à un autre sujet parce que c'est quelque chose où on a eu l'occasion de collaborer dessus et on en a pas mal parlé, mais c'est, l'IA aujourd'hui. Je passe clairement, hein, du coq à l'âne, hein, presque on est littéralement sur ça. Ce qui est pas Mais un toi problème, hein, aujourd'hui, sauf pour la poule. sauf pour la poule, yes et aujourd'hui comment est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent? Si oui, comment? Voilà, en quoi aujourd'hui cet outil-là, heu, tu t'en sers? Je sais que tu as eu aussi à un moment donné, de la communication qui a été fait Ouais, auprès des coachs, où justement tu parlais, voilà, si tu as peur de te faire remplacer par l'IA, enfin, tu as eu quand même ce sujet qui est arrivé. ouais. Voilà, comment tu te situes là-dedans, dans cette Bah, question très vague que je viens de te non, poser? j'ai une, relation, très, amour-haine avec l'IA, tu sais? OK. Hem, amour-haine dans le sens où je trouve ça fou, je trouve vraiment là où on en est, c'est fou, quoi. Enfin, vraiment, c'est dingue à quel point c'est puissant, tout ce que tu peux faire, je trouve ça incroyable. Tu vois, ce matin, je voyais une pub passer d'un avatar IA et je me disais enfin, j'ai été le montrer à ma compagne en mode: «Regarde où on en est, quoi». Genre, Mmh. faut vraiment faire gaffe pour Ouais. voir que la vidéo est faite par IA, quoi et que c'est un avatar et que cette personne n'existe pas. Donc j'ai une forme d'admiration et de fascination pour là où on en est et de l'autre côté, une, forme de déprime, un truc un peu de, ça me fait peur de ce que l'humanité va devenir. Pas du tout en mode, pas du tout en mode, comment? En mode, apocalypse ou quoi. C'est pas du tout, ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est plus, bah, d'avoir des humains qui ne savent plus réfléchir par eux-mêmes, qui savent plus penser, qui sont comme des zombies devant leur IA et Mmh. qui perdent, cette forme de création qui touche ouais, qui touche le cœur des gens, tu vois? Et ouais, donc ouais et moi personnellement, je m'en sers quand même pas mal, je m'en sers pas mal, mais mon but, c'est d'arriver à m'en servir le moins possible pour une raison, c'est que m'en servir me rend pas heureux, quoi. Ouais. Si je passe, 2 heures, enfin, même si je passe en vrai, si je passe plus de 20 minutes sur Claude Code là, je sens que je commence à devenir un peu abruti, à, m'énerver, à être déconnecté de moi-même et si je Mmh. passe, 1 heure et demie, je sors, je suis déprimé, quoi, vraiment. OK. Voilà, Ouais, même ça si je fait trouve ça très efficace, quoi. ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur ça et après c'est surtout, enfin, sur l'aspect, réfléchir par soi-même où, je sais pas si c'est pas plus les jeunes qui vont être impactés ou pas par rapport à ça? Ouais, Parce qu'il y a des gens déjà aujourd'hui, hein, genre, «Mon patron m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre?» Enfin, tu vois? Ils savent plus réfléchir par eux-mêmes, ils demandent même plus l'avis extérieur à d'autres copains, ça a tué un peu les échanges. Des fois, les gens, ils vont plutôt parler à ChatGPT qu'à leurs potes, de ce ouais, qui leur arrive. Mais ce que je me demande aussi, c'est pour, les nouvelles générations et ceux qui vont pas, forcément apprendre à faire des choses par eux-mêmes et qui vont tout déléguer de base à l'IA, hem, c'est peut-être eux aussi qui vont être peut-être le plus impactés, j'ai l'impression. ouais, carrément. Mais je pense que, heureusement, je pense qu'il y aura une forme de, tu sais, ils vont développer d'autres, j'espère, hein, d'autres activités. Peut-être qu'ils vont revenir à l'art, à plein de choses qui les poussent à avoir ça, tu vois? Moi, je vois que depuis que j'utilise l'IA,
Personnellement, j'ai, tu vois, j'ai repris un carnet, j'écris tous les matins. Avant, je OK. n'écrivais plus sur un carnet, mais pour me pousser à continuer à développer ma pensée et à Ouais. être au contact de ce que je pense. Hem, je vais passer plus de temps dans la nature. Enfin, tu vois, j'ai mis plein de stratégies en place justement pour compenser ça. Heu, je vais voir plus d'amis, qu'avant et j'essaie vraiment de faire attention pour ça. Et d'ailleurs, je demandais hier à l'IA: «Explique-moi les mécanismes psychologiques qui font que la majorité des gens, après avoir passé des heures à travailler avec l'IA, ils se sentent vides». Et je trouvais intéressant ce qu'il me disait. Il me disait que, en psychologie, l'effort n'est pas seulement le prix du résultat, il en est l'ingrédient du sens. Et donc, on valorise ce qui nous a coûté et quand la friction disparaît, la récompense subjective disparaît aussi avec elle. On obtient plus de choses, mais on ressent aussi moins de satisfaction à avoir fait toutes ces choses. Et il y avait un autre élément que j'avais trouvé intéressant dans ce qu'il me disait, heu, c'est qu'il me disait que ça te fait travailler avec l'IA te fait glisser d'une posture de créateur à une posture d'évaluateur. C'est-à-dire qu'on ne produit plus, on valide, on rejette, on reformule. Or, le Ouais. sentiment d'être l'auteur de quelque chose se construit dans le geste, pas dans le jugement du geste d'un autre. Et donc, à la fin de la journée, tu as plein de livrables, mais toi, tu as pas l'impression d'être auteur de tous ces livrables. Et tu as cette sensation de créer qui disparaît profondément, qui est une des choses qui donne profondément du sens à l'humain, quoi. Ouais. Après moi, tu vois, je partage pas tout à fait le même ressenti. Je te prends l'exemple où, à une époque, je faisais beaucoup de landing page, tu vois? Ouais, Des tunnels et cetera ouais. et en fait, j'adorais faire ça, hein. Franchement, je me mettais devant, mon ordi sur une page vierge et je partais de zéro, tu vois? Et aujourd'hui, j'arrive à faire ça à une vitesse, enfin x10. Mais ça ça m'amuse parce que moi, j'aime bien créer des choses et en fait, ça m'amène à créer des choses que je pouvais pas créer avant. Donc oui, Yes. créer un tunnel, je pouvais déjà le faire, sauf que maintenant je peux le créer beaucoup plus vite et en même temps, je peux créer, enfin toute une suite. Après tu le sais, moi mon profil, c'est, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est starter là dans le Clifton là. Ouais. Mais en gros, j'aime bien démarrer vite. Bon bah ça c'est juste parfait pour quelqu'un qui a ce profil-là parce que t'aimes démarrer vite et entre le moment où tu as une idée et le problème qui est que j'avais pour parfois, c'était la mise en œuvre effective. Bah là, du coup, moi, ça m'a enlevé cette friction-là. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai l'idée et le quick starter, bah, j'ai même pas le temps d'avoir refroidi le moteur que le truc est déjà parti. Donc finalement, moi, ça me je vais pas dire que ça m'épanouit, mais enfin, je trouve que c'est un outil fabuleux pour moi, en tout cas, dans mon métier, quoi. Ouais, je Vraiment, quoi. comprends. Enfin, Et je ouais, mmh, je comprends et je suis assez d'accord avec toi. Je vois les 2 côtés. Je pense que, ouais, hem, ça demande juste en tout cas de mon point de vue, de garder une forme de conscience sur, ouais. où je l'utilise. Est-ce que je l'utilise vraiment pour me décharger des choses qui ont du sens, qui n'ont pas de sens? Ou est-ce que, finalement, je me décharge aussi des choses qui avaient du sens avant pour moi et du coup, j'ai moins de satisfaction aujourd'hui parce que j'ai délégué finalement des choses qui me nourrissaient? Mmh. Ouais, non, ça, c'est important toujours de effectivement Ouais. de garder les choses qui te nourrissent et pas juste les déléguer parce qu'il faut les déléguer, quoi. Ça, c'est Ouais. clair que je pense que tu as tout à fait raison, quoi. Moi, un truc que j'aime bien, par exemple, c'est faire des brainstorming avec un client, parler des trucs, enregistrer la conversation et à partir de là, de tout ce qui est ressorti, balancer l'idée et que ça parte, quoi. Mais, moi, par contre, c'est vrai qu'en tant que père, là où ça me pose question quand même, c'est au niveau des futurs, pour les enfants. C'est-à-dire en gros, je parlais avec ça avec ma kiné tout à l'heure, elle me dit: «Oui, les études des enfants, machin», mais en fait, je me dis: «Mais quelle étude, quoi?» Enfin, dans quoi, en fait? Non, ça C'est ça le truc qui est aujourd'hui, ça fait c'est flipper, hein. compliqué. Ouais, de dire dans 10 ans, ils vont faire quoi comme études, en fait, je sais pas. Alors en l'occurrence, elle était kiné, bon, bah, peut-être que kiné, ça marchera toujours, je pense quand même, mais tout ce qui tient avec un ordinateur, compliqué, quoi. Ouais, carrément, carrément. Même avocat. Tu sais, les métiers comme Ouais, c'est avocat, on clair. n'aurait jamais dit, avocat, bah, ouais, mais on fait pas des études d'avocat, je pense pas que ce soit un bon délire. Il va y en rester 1 sur 10 quoi. Je pense que celui qui te dit ce qui va rester dans 10 ans, qui te dit qu'il sait ce qui va rester dans 10 ans, il est probablement en train de te mentir, quoi. La boule de cristal, c'est un truc de lipo, ouais. On est d'accord. Et si on prenait une boule de cristal pour toi, dans 5 10 ans, tu ferais quoi? Si tu une Alors, boule de cristal? moi, j'ai la prétention de croire que, je vais pouvoir continuer à faire le même métier dans 10 ans. Waouh! Hem,
Donc, je compte pas, changer de métier. Je compte, continuer à faire la même chose et je me fais pas trop de soucis pour mon métier, bizarrement. Ouais. Certains pensent que c'est du déni, moi je le vis assez bien. Je suis assez d'accord, hein. Enfin, je pense que tous les métiers où justement il y a un besoin du contact humain, heu, ils ont un avenir, quoi. Ouais. Enfin, on pourra pas remplacer ça en tout cas, par une machine. Enfin, je pense pas. Ou en tout cas le service, ce sera beaucoup moins cher et Et j'ai envie de te dire aussi, je pense que je suis passionné par mon métier et je pense d'ailleurs que tous les gens passionnés dans leur métier, hem, continueront d'exister. Tu vois? Même tu prends avocat et tout, moi je crois que les 1 des meilleurs avocats et des plus passionnés vont rester parce qu'ils vont continuer à finalement innover, apporter du nouveau, hem et avoir, une sensibilité que les IA n'auront pas puisque souvent l'argument c'est: «Oui, mais en fait demain les IA vont avoir 220 de QI». C'est vrai, mais pour moi, il reste une dimension qui ne s'inclut pas dans le QI. C'est-à-dire que le QI, c'est un quotient intellectuel, OK, très bien, mais il n'y a pas que l'intellect. Il y a aussi une forme de sensibilité et de ouais, de sensibilité. Après, ça touche à des croyances plus profondes. C'est est-ce que tu penses qu'on est juste un bout de chair avec des synapses à l'intérieur du cerveau? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus profond? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc, naturellement, tu peux mettre les 220, 250 de QI d'IA. L'IA n'aura pas ce qui fait notre singularité en tant qu'humain. ouais, Elliot Meunier que j'avais interviewé, que tu connais bien, parlait Ouais. du goût, en fait. Ouais, Ce qui va importer, c'est le goût de l'humain qui je pilote suis l'outil, d'accord. en Ouais. fait. Ouais. Donc, ouais, OK, Et cool. je pense qu'il y aura des industries, qui se créeront sans IA. Tu vois, un exemple, c'est que je pense que tu pourras demain être coach et ne pas utiliser l'IA ou enfin, c'est con de pas l'utiliser du tout, mais où tu as pas besoin de transformer ton service avec beaucoup d'IA parce que il y a des gens qui continueront à valoriser autre chose, tout comme, bah, tu vois, c'est pas parce qu'on a eu l'information, gratuite sur internet que les gens ont arrêté d'acheter des livres, quoi. Ouais. Voilà et donc je pense que on continuera à avoir ce même phénomène, dans la suite, de, choses qui resteront, même s'il existe une forme plus efficiente de le faire. Ouais, ouais, carrément et après, tu vois, il y a aussi des petites touches où on peut rajouter ces nouveaux outils. Je te prends un exemple, j'ai fait un rendez-vous avec une nutritionniste hier et pendant 1 heure, elle me dit plein de trucs super intéressants, tu vois? J'ai appris, plein de trucs, que je ne savais pas, dont le fait que je pensais faire du jeûne intermittent, mais en fait, j'en faisais pas parce que je buvais un café le matin. Donc là, elle m'a ça m'a bah, écoute, au moins, on apprend des choses, tu vois? Je me suis couché moins bête hier soir et le soir, elle me fait un récap, en fait, par mail de ce qu'on s'est dit et le programme, tu vois? Et là, je me retrouve avec un truc, mais un vieux PowerPoint. Alors, la matière dedans, elle est ultra Ouais. très très qualitative. Mais l'emballage, il date d'un autre siècle, quoi, tu vois. Et sur le coup, quand j'étais avec elle en appel, enfin, quand j'étais avec elle dans son cabinet, je fais attendez, je vais enregistrer ce qu'on se dit, parce que du coup, je savais très bien que si j'enregistrais ce qu'on se disait, ça allait me refaire un récap ultra carré, complet, et que je me souviendrais de toutes les infos pépites qu'elle m'avait données. Mais en gros, elle m'a envoyé un PowerPoint un peu daté alors que ça peut donner une mauvaise image, alors que si tu creuses ce qui est derrière, c'est ultra quali, quoi. Mais Mmh du mh. coup, tu te dis: «Mais pourquoi elle utilise pas juste ces nouveaux outils-là?» Et en 2 secondes, elle aurait pu me l'envoyer, super quali et je l'aurais eu, peut-être une demi heure après, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers aussi où ils pourraient garder juste milieu de garder leur efficacité personnelle Non, carrément, je suis complètement d'accord avec ça. et mais voilà. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens qui restent un peu réfractaires et j'en parlais moi avec mon neveu qui a 17 ans, non 16 ans et je lui parlais que j'utilisais l'IA et direct lui il disait: «Ah mais c'est pas bien quoi, ça c'est pas bien, hein». C'est assez rigolo parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui est frontalement opposée aujourd'hui au développement de ces outils-là. Non, mais Pour, ouais, je sais pas quelle clairement. raison peut-être, Moi, heu je pense que c'est comme tout. Il faut pas en faire un dieu et il faut pas non plus être réfractaire. Ça reste un outil et au service de quoi? Hem, Tu le mets, c'est important de l'avoir en tête et ouais, pour l'école, nous, il y a la fille de ma compagne là, elle a 10 ans. Ils ont eu une initiation à l'école, un cours de sensibilisation à internet et l'IA.
franchement, les conneries qu'ils ont sorties, ça m'a fatigué, quoi. Tu vois? Comme quoi, par exemple? Pas genre, c'est dangereux, faut faire attention et tout. Enfin, ça fait flipper, quoi. Tu vois? Enfin, le conditionnement et elle rentre de l'école, elle dit: «Oui, mais il faut pas utiliser ChatGPT, c'est dangereux et tout». Enfin, je fallait lui dire, enfin, tu vois? Bah, ça Ouais. fait flipper qu'à 10 ans, on leur mette ça dans la tête, quoi. Ouais, on peut dire qu'ils développent pas trop l'esprit critique à l'école, quoi. Putain, je te jure. C'est pas trop le truc. On va pas t'apprendre à réfléchir par toi-même, on va bien te dire, Ouais, c'est ça. ce qui est important, ce qui est bon et ce qui est mal dans la vie, quoi. Oui, Merci, pour l'éducation devenir un bon et mouton. Pardon. ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu as à peu près la même opinion que moi de l'école, Ah ouais, non, je enfin, dirais. moi, je suis bah, pour moi, l'école, c'est une grande garderie géante, quoi, tu vois? Et ça fait partie d'un système dans lequel, on a créé, des jobs où les parents sont salariés, donc il faut bien qu'ils mettent il faut bien garder les enfants. On a créé un truc, Ouais, qui s'appelle l'école, qui est une grande garderie sur lequel on s'est dit: «Bon, on va essayer de les éduquer», mais pour moi, c'est pas de l'éducation, c'est du conditionnement. Pour moi, tu vois, il y a 2 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence, innée et l'intelligence éduquée. Bah, on crée ouais. que de l'intelligence éduquée et on les coupe complètement de leur intelligence innée. Mmh. Et je trouve ça, très dommage. J'ai pas encore d'enfant personnellement, mais je ne vois pas comment je pourrais supporter qu'ils aillent à l'école, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, donc moi, du coup, j'en ai 2. Un qui est il va arriver en grande section de maternelle. Ma fille, elle vient de terminer le CP. Ouais. Alors je trouve que, c'est encore tu vois, les CP, CE, enfin toutes ces premières classes, je trouve que c'est quand même intéressant, tu vois? Elle apprend à lire, à écrire, Ouais, à compter, enfin ça c'est un truc ultra précieux, quoi. ouais, Mais clairement. après perso, tout ce qui est devoir et tout, jamais je vais contrôler si elle les fait, quoi. C'est ça. Déjà parce que la maîtresse nous a dit que c'était pas obligatoire. Moi, tu sais, je suis feignant, si c'est pas obligatoire, je pas de souci. Et puis en plus, je vois bien qu'elle se développe à son rythme et qu'il faut pas non plus trop leur bourrer le mou. Ils passent déjà 7 heures C'est assis, clair, non, mais c'est c'est clair. contre-intuitif pour des enfants, donc ils sont pleins de vie, normalement, ils sont censés courir toute la journée. Ouais, il faudrait un juste milieu. Je crois que on devrait s'inspirer un peu de ce qu'ils font en Allemagne, dans les pays de l'Est, hein, même, surtout Suède, tout ça, où ils sont vachement meilleurs, quoi. Là-bas, l'école un peu Montessori est un peu Ouais. accessible à tout le monde gratuitement, quoi. Donc, Moi, j'ai eu la je chance, pense que tu vois, avec, le sport-études finalement d'aller à l'école de 8 heures à 10 heures, enfin, d'avoir des profs qui venaient de 8 heures à 10h30, ouais, et le reste du temps, je jouais au tennis, quoi. en Et fait, c'est quand tu avais le cerveau au frais, quoi, le matin. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était cool. Ouais, ouais, c'était Et, top. et ça m'a suffi, tu vois, ça m'a pas empêché d'avoir mention très bien au bac, de fonctionner comme ça, quoi, tu vois, et de travailler 2h30 par jour. Ça se passe très bien parce qu'en fait, travailler 7 heures, finalement, les gamins, ils sont pas focus, enfin, tu vois. Non, mais c'est pas humain, hein, de travailler 7 heures d'affilée comme ça. De toute façon, déjà de base, le travail, Travailler 7 heures sur un c'est truc que t'as pas choisi, sur des matières que t'as pas choisi, avec des gens que t'as pas choisi, enfin, c'est horrible. c'est horrible. Et du coup, c'est ça que moi, je suis vraiment détendu par rapport à l'école. Moi, mes enfants, ce qui est important, c'est qu'ils aient la confiance en eux, Ouais, l'esprit critique, ouais. bien sûr, lire, écrire, compter. Voilà, en gros, c'est ces 5 trucs-là. Et après, je pense qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce que si tu as confiance, bah, tu peux aller chercher. Et puis même, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas aller faire un cursus? Je reviens à la conversation avec ma kiné, elle me dit par exemple, si ton fils il te dit qu'il veut faire une école de commerce, je vais dire, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vas faire une école de commerce, 5 ans d'études. Oui, à part si tu veux bosser dans un grand groupe, mais est-ce qu'ils sont vraiment épanouis, les gens qui bossent dans les grands groupes? Enfin, peut-être 1 sur 20, quoi. Donc, Mm. l'éducation, c'est les gros sujets des enfants. C'est Ok. clair. On arrive à la fin de ce moment ensemble et j'ai quasiment prévu aucune question à part la première que je t'ai demandé. Voilà, cette question que je voulais te poser à l'époque. Et la deuxième que je pose à tous les invités ici, qui est c'est quoi ta définition du succès? Euh, je dirais, avoir réussi à définir sa propre définition déjà, et deux,
euh, se donner l'autorisation jour après jour de la réaliser. Mais il n'y a pas de notion d'achievement pour moi, c'est une notion de avoir le courage d'écouter ce qu'il y a au fond de soi et de se donner l'autorisation d'aller vers ça, quoi. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, ça va sera un bon mot de la fin. Merci d'avoir été présent, Julien, c'est cool. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où les gens qui écoutent veulent pouvoir te suivre? Ouais, Instagram Instagram, YouTube, le podcast, quoi. De toute façon, sur YouTube et le podcast, je publie la même chose, c'est juste deux plateformes différentes et Instagram pour les trucs un peu plus courts, mais plutôt le podcast, je pense. Ok. Bah écoute, je mettrai le lien de ton podcast juste en dessous de la vidéo. Merci d'avoir été présent, c'était très cool d'échanger avec toi. Avec plaisir, merci Fred. Salut Julien.